Bonjour Bokar Fofana, est-ce que tu m'entends? Et je t'entends et je te vois bien. Est-ce que c'est le même cas pour toi? Je t'entends bien et je te vois très bien. Merci Bokar. Bah écoute, je t'en prie, c'est moi qui te remercie pour cette belle invitation pour parler. J'avais pas branché mon casque. Pour Parler parler, d'un on va sujet dire. de travail, effectivement. Donc bienvenue, bienvenue dans Objectif Business, donc une émission qui est consacrée au travail, à l'emploi et à l'entrepreneuriat, mais plus généralement à des questions économiques. Et donc pour ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet qui est assez peu évoqué au Sénégal par les médias traditionnels, à savoir le stage. On va donc s'intéresser aux droits et aux devoirs des parties, c'est-à-dire les droits et les obligations du stagiaire, mais aussi ceux de son employeur. Pour cela, donc, nous sommes en compagnie de Bokar Fofana. Bokar, bonjour encore. Ben, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où se situent les personnes qui nous suivent ce soir. Ben, déjà, je te remercie pour cette invitation, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et puis, on va dire prêt à débattre avec toi sur, on va dire, cette situation juridique qui peut quelquefois concerner un stagiaire et son employeur. Tout à fait. Donc, Bokar, vous êtes fondateur d'un cabinet de conseil en management et en stratégie. Donc, je vous laisse vous présenter dans un premier temps et nous parler de votre entreprise avant d'aller dans le vif du sujet. Bah déjà, Human Resources Advising, effectivement, est un cabinet de conseil en stratégie et en management, donc, que j'ai créé en avril 2021. Donc, alors, une entreprise, peut-être c'est un gros mot, mais en l'état, on va dire, c'est en l'espèce, ou en quelque sorte, une micro-entreprise qu'on est en train d'expérimenter, qu'on est en train de mettre en place, qui prend forme de plus en plus. Voilà, une structure dans laquelle on parvient à travailler avec des personnes qui se situent dans le contexte sénégalais et dans le contexte français. Donc, on intervient au Sénégal et en France, dans deux domaines principalement, donc dans le domaine de la stratégie et dans le domaine du management. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans les notions de stratégie d'une part et d'autre part dans le concept de management? Quelles sont les différentes dimensions de ces deux volets de votre activité? Alors, si tu veux, à un moment donné, on s'est dit, alors moi, je suis quelqu'un qui est spécialisé dans un premier temps sur les questions juridiques parce que j'ai un parcours de droit dans un premier temps et un parcours des sciences politiques. Je travaille aussi avec une personne qui s'appelle, qui est on va dire, mon étroite associée et collaboratrice au sein de Human Resources Advising, en l'occurrence, Madame Annie Diop. Donc, on a eu des domaines de compétences. Voilà. Moi, je suis spécialisé en droit, comme je l'ai dit, sciences politiques et management des ressources humaines, et elle plutôt dans tout ce qui est communication digitale, tout ce qui est la création de contenu, tout ce qui est, on va dire, la communication RH digitale. Et donc, on a associé ces compétences-là pour en faire, du coup, un domaine de stratégie, on va dire, dans lequel vous allez retrouver un ensemble de services. Donc, des services de communication stratégique. Et dans la communication stratégique, on propose aujourd'hui des services de communication politique. D'accord? Donc, des services de communication politique, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on accompagne, on va dire, des acteurs institutionnels au Sénégal et en France, des acteurs politiques concrètement, et on leur propose un service de communication politique. Concrètement, cela peut concerner tout ce qui est gestion en back-office d'une campagne électorale. D'accord? Tout ce qui est rédaction et accompagnement à la rédaction d'un programme politique. Donc, tout ce qui peut concerner, on va dire, un ensemble de conseils sur les politiques prioritaires de développement au Sénégal. Cela peut concerner des politiques locales, donc par exemple au sein des communes, au sein des municipalités, ou même dans un stade beaucoup plus poussé au sein de l'État, tout simplement. Donc, on les accompagne dans ce domaine de communication politique, dans la définition de stratégie. Donc, on définit avec ces personnalités-là un ensemble de stratégies de développement, on va dire, local. Et ensuite, on peut les accompagner dans la déclinaison maintenant opérationnelle de ces stratégies-là. Donc, en quoi faisant, voilà, comment est-ce que vous allez passer pour mettre en place un ensemble de politiques. Donc là, on va plutôt passer par ce qu'on appelle du management public, parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui est en train de gagner, on va dire, en maturité. Comment est-ce que les pouvoirs publics devraient faire pour mettre en place, on va dire, le service client au sens, n'est-ce pas, de leur politique et de leur réforme, tout simplement. Quelque chose qui est assez méconnu dans le contexte africain parce qu'on n'a pas quelquefois trop le sens du service. Voilà, du service public. Donc, service de communication politique, service, on va dire, de communication toujours stratégique. Cela peut concerner le social media management. C'est quoi le social media management? Aujourd'hui, on a des hommes politiques au Sénégal, on a des personnalités sportives, on a des personnalités publiques qui ont besoin d'être accompagnées et d'être conseillées par des professionnels dans le domaine de la communication.
Donc, ces personnalités-là ont envie d'avoir une équipe professionnelle qui va venir en back-office sur tout ce qui peut concerner la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc, dans le social media management, on propose un service de community management. Typique, toi, Seydina Lunsane, tu es une personnalité publique aujourd'hui. Achera va te dire, écoute, on va s'occuper de ta page Facebook qui fait près de 20 000 personnes. On va faire de telle sorte que ta page officielle Facebook puisse gagner toujours en engagement. On va fédérer ta communauté, on va créer des contenus pour que ça soit quelque chose de très régulier parce que quelquefois, toi, tu n'as pas le temps fondamentalement de créer des contenus pour gérer ta page et on va dire susciter de l'engagement autour de ta communauté. Donc voilà, service de communication politique, service de social media management et puis cela aussi peut concerner tout ce qui est relations presse, voilà, rédaction des communiqués de presse, gestion, on va dire, des médias, de la personnalité publique ou même de l'organisation publique. Voilà. Donc, globalement, dans le domaine de la, on va dire, de la stratégie de communication, c'est ce qu'on propose. Il y a aussi un service de stratégie qui peut concerner le marketing territorial. Aujourd'hui, les localités sénégalaises, quelquefois, ont du mal, à part peut-être la ville de Dakar, à rayonner du point, on va dire, du point de vue national et aussi international. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose un ensemble de stratégies de marketing pour que la localité puisse être attrayante, voilà, qu'on puisse développer des événements, voilà, pour que la ville de Louga puisse être bien vue et mieux vue à l'échelle nationale et internationale. On propose aussi de la formation sur la pratique professionnelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes au Sénégal, d'ailleurs, raison pour laquelle nous, en tant que cabinet de conseil, on s'intéresse beaucoup aux relations contractuelles, parce que beaucoup de jeunes au Sénégal n'ont pas la formation adéquate qu'il faut pour répondre à des offres d'emploi. Donc, on propose des formations en pratique professionnelle, on propose des formations en entrepreneuriat pour pouvoir partager aujourd'hui la dynamique entrepreneuriale dans laquelle on se situe au sein de Human Resources Advising. Donc, voilà, c'est un ensemble de stratégies, voilà, qu'on propose dans ce grand package-là qui s'appelle, on va dire, la stratégie tout simplement. Et dans le domaine du management, par contre, là, on est dans un autre volet. On est dans le domaine de la relation contractuelle cette fois-ci, hein, entre une entreprise et ses salariés. Et là, typiquement, ce qu'on propose, c'est de la gestion des ressources humaines. Voilà, la gestion des ressources humaines est éminemment un facteur important pour, on va dire, mesurer la productivité et aussi permettre à une entreprise de gagner en croissance. Donc, tout simplement, comment il faut faire pour gérer des salariés dans une entreprise? Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est de proposer, on va dire, un système de recrutement. Tu as une entreprise Objectif Business, on va te proposer, on va dire, enfin, un truc tout bête, tu as envie de recruter des personnes, tu ne sais pas comment t'y prendre, on va rédiger ta fiche de poste, on va publier ta fiche de poste, on va faire le sourcing pour toi, on va faire la présélection des CV pour toi et on va te proposer les meilleurs profils, d'accord? On propose un service, on va dire, de montage d'un plan de formation. Une entreprise X veut former ses salariés parce que aussi c'est une disposition légale, d'accord? Oui. Une entreprise doit pouvoir former ses salariés. Et plus tu formes tes salariés, plus ils sont compétents sur leur poste et plus ils sont productifs. Et donc, cela veut dire que plus l'entreprise va gagner en croissance. Donc, on propose des plans de formation, on propose des systèmes d'intégration, n'est-ce pas, des salariés. On propose des moyens de fidélisation parce qu'il ne sert à rien de recruter beaucoup de salariés et qu'au final, ces derniers ne puissent pas rester dans votre entreprise. Effectivement, on se rend compte que dans pas mal d'entreprises, il y a un fort turnover. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont recrutées, mais qui par la suite ne restent pas parce qu'il n'y a pas une stratégie de fidélisation du personnel. Et derrière, lorsqu'on recrute effectivement, il peut être difficile de former systématiquement les mêmes personnes puisqu'on est dans une dynamique de renouvellement récurrent des effectifs. Ouais. Et donc, forcément, ça implique un temps à consacrer à ces nouvelles personnes qui sont recrutées pour les former. Clairement. Donc, si j'ai bien noté, hein, Bokar Fofana, donc l'offre de service, c'est de la communication, le marketing digital, le conseil aux affaires internationales, notamment dans le cadre du développement local. La formation, on l'a évoqué. Et puis, les médias et l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous faites dans les médias et l'audiovisuel? Alors, dans les médias et l'audiovisuel, on a, on va dire, une espèce de filiale, hein, une chaîne YouTube qu'on est aussi pareillement, enfin, je veux dire qu'on est en train d'expérimenter aussi. Donc, il y a une plateforme médiatique dans laquelle, on va dire, on propose des contenus sur l'actualité sénégalaise, des décryptages sur l'actualité, on va dire, internationale. Donc, il revient sur des enjeux fondamentaux que traverse le Sénégal. Et puis, au-delà de ça, on propose aussi, on va dire, des moments de coaching sur tout ce qui concerne des
des contenus audiovisuels. Voilà, ça peut être typique un clip institutionnel, voilà, une présentation institutionnelle de la personnalité ou même de l'entreprise, d'accord, des spots publicitaires, voilà, parce qu'on est capable de faire des vidéos, de les monter, de pouvoir les passer en télé. Voilà, ce sont ces éléments-là qu'on propose dans, on va dire, ce domaine média et production audiovisuelle. Et un dernier élément qui concerne, mais qui rentre toujours dans le domaine du management, mais qui est l'audit organisationnel. Tu as des entreprises au Sénégal ou des organisations au Sénégal qui ont besoin de structuration, qui ont besoin d'être conseillées, d'être accompagnées pour voilà, trouver les points anormaux et de pouvoir proposer des solutions de développement. Tu vois, donc on fait un audit organisationnel pour l'instant, on propose ce service-là. Et donc, voilà, depuis maintenant presque 2 années, on accompagne des organisations. On a eu, je pense, l'occasion de travailler avec de grandes personnalités au Sénégal, avec de grandes organisations au Sénégal, surtout aux élections locales de 2022, notamment au mois de janvier. Et voilà, ce fut une expérience très, très belle et qu'on est toujours en train d'expérimenter en étant à l'international et aussi en ayant un pied dans le contexte sénégalais. Alors, effectivement, vous avez eu à contribuer à la rédaction du programme politique de la coalition Gor-Youbès durant les élections locales. Ils ont eu d'ailleurs pas mal de... Pour une coalition qui venait de naître, qui sont des indépendants, ils ont eu à avoir quelques maires qui ont été élus. Et donc, ça montre derrière toute l'importance de se faire accompagner tout simplement pour pouvoir dérouler efficacement sa stratégie. Clairement. Alors, Bokar, rapidement, une dernière question sur la création d'entreprises au Sénégal. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la création d'entreprises, première chose. Et puis, dans un second temps, si vous pouvez nous parler aussi des aides que vous avez pu bénéficier ou de l'accompagnement de la part des pouvoirs publics sénégalais. Alors, dans un premier temps, pour la création des entreprises au Sénégal. Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont à critiquer. Mais pour être tout à fait transparent, je pense qu'en termes de création, c'est l'un des pays en Afrique de l'Ouest où lorsque vous voulez créer une entreprise, vous avez beaucoup de facilité. Les démarches, fondamentalement, ne sont pas hyper lourdes. Vous avez l'APIX aujourd'hui, qui est un bureau spécialement dédié pour les Sénégalais de l'extérieur. Donc, l'APIX, qui est l'agence gouvernementale sénégalaise pour la promotion des investissements. Et donc, l'APIX, aujourd'hui, a un bureau dédié pour les Sénégalais de l'extérieur qui ont envie de créer une entreprise au Sénégal. Donc, ça peut se faire en 48 heures. Si vous voulez créer une entreprise individuelle, par exemple, en 48 heures, vous créez une entreprise individuelle. Si vous voulez créer une société, par exemple, très rapidement, vous créez une société avec les statuts, etc. En ce qui concerne des aides, alors nous, on n'a pas d'aide, justement, on n'a pas reçu d'aide. Donc, on a dû fonctionner sur fonds propres, mais on n'a pas d'aide particulière. Mais quand même, il y a un système d'aide qui existe aussi au Sénégal. Il y a un fonds qui est spécialement dédié aux Sénégalais, on va dire, de la diaspora, qui est géré par le fonds 6. Il y a des structures gouvernementales comme l'ADPME, il y a l'ANPEJ. Oui. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur la critique, parce qu'il y a beaucoup d'agences gouvernementales. En général, à l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat, voilà. Aussi qui accompagnent les entreprises, notamment à l'international. Effectivement, il y a pas mal de structures qui existent. Donc, voilà, il y a pas mal de structures qui existent. D'une émission aussi. Mais pour clôturer, pour faire rapide par rapport à ton sujet, effectivement, il y a des structures qui existent qui peuvent faciliter, on va dire, une création entrepreneuriale. Et pour moi aussi, je pense que la création d'entreprises au Sénégal, aujourd'hui, quand même, se fait très rapidement parce qu'il y a un ensemble de stratégies qui ont été édictées par le gouvernement du Sénégal pour accompagner les entrepreneurs. Par rapport aux aides, il y en a beaucoup. Il y a même, on va dire, l'Agence française de développement, donc AFD, qui accompagne aussi des entrepreneurs à monter leur business au Sénégal et aussi qui propose des aides pour les Sénégalais de l'extérieur. Mais il faut, dans ce cas de figure, que la personne a fermement la volonté de s'installer au Sénégal et à partir de ce moment, elle peut bénéficier des aides, effectivement. Alors, Bokar, pour venir dans le vif du sujet, le stage au Sénégal est régi par le Code du travail et ses modalités sont précisées dans un décret qui est paru en 2015. Beaucoup de Sénégalais, notamment les jeunes qui sont en quête d'emploi, qui recherchent un stage, ne sont pas en parfaite connaissance de leurs droits, des obligations non plus qui les incombent. Il en est de même également des entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle donc, on a souhaité évoquer ce sujet pour donner à tous ces acteurs-là des éléments qui leur permettent de tout simplement respecter le cadre légal qui encadre le stage au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, dans un premier temps, enfin, d'ailleurs, c'est l'objectif de notre discussion et je pense que c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes au Sénégal, tout comme les jeunes et aussi on va dire les entreprises, qui ignorent complètement qu'il y a des dispositions juridiques qui existent pour réguler le contrat de stage. Alors, pour les jeunes, j'ai envie de dire que c'est moins grave. Pour les entreprises, c'est encore pire. Parce que comme on le dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Dès l'instant que la loi est publiée, elle bénéficie de ce qu'on appelle de la présomption de connaissance. Donc, ce sont les entreprises, via leur service de ressources humaines, qui normalement, quelquefois, doivent être des acteurs et on va dire des experts en droit social sénégalais, donc droit de la sécurité sociale sénégalais, code du travail sénégalais et droit social et droit de l'action sociale de l'État sénégalais. Donc, mais on a beaucoup d'entreprises, justement, qui foulent au pied ces règles-là et qui ne font pas tout simplement dans le contexte sénégalais. Donc, pour poser le contexte, en 2015, même en 2014, il y a un projet de loi que le gouvernement du Sénégal a mis en place. Voilà, quand on parle de projet de loi, c'est une nouvelle loi, voilà, qui a été créée par le gouvernement. Et donc, à l'époque, c'était le ministre du Travail et des Organisations sociales, en l'espèce, le ministre Mansour Sy, qui avait déposé un projet de loi en novembre 2014 à l'Assemblée nationale pour leur dire, écoutez, il n'y a pas aujourd'hui un système juridique qui régule, on va dire, la relation contractuelle entre un jeune qui va faire un stage et un employeur. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal, depuis qu'on est indépendant en 1960, donc de 1960 jusqu'en 2014, il n'y a pas dans le Code du travail sénégalais des dispositions juridiques qui régissent tout simplement une relation contractuelle entre un jeune qui veut faire un stage et un employeur. Et donc, en 2014, projet de loi, et en 2015, il y a eu le décret 2015-777 du 2 juin 2015, signé par le président Macky Sall et contresigné par son premier ministre, justement, qui fixe les conditions applicables au contrat de stage au Sénégal. Voilà. Et il y avait un double objectif quand on a mis la réforme. C'est parce qu'on avait constaté, premièrement, que beaucoup d'entreprises abusaient et donc prenaient beaucoup de jeunes, leur faisaient faire un travail et ne les rémunéraient pas. Et je pense que d'ailleurs, dans la coutume sénégalaise, on avait l'habitude de dire, quand tu fais un stage, c'est pour avoir de l'expérience, donc tu vas, entre guillemets, tu te tais, voilà, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu acquiers de l'expérience, même si on ne te paye pas, c'est pas grave. Effectivement. Je pense que dans la coutume... Donc, le décret est paru donc, en 2015. C'est ça. C'est le 2 juin 2015. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a quelles sont les dispositions de ce décret? Quels sont les droits qu'il garantit à la personne du stagiaire? Et quelles sont derrière les obligations également de l'employeur? Alors, c'est un décret qui a été quand même majestueux quand il est sorti en 2015, et je pense que jusque-là, beaucoup l'ignorent, et je pense que cette émission tombe à l'heure. Donc, du coup, le décret modifie, on va dire, apporte deux éléments importants. Dans un premier temps, en fait, c'est un décret qui supprime et qui, on va dire, qui complète deux articles du Code du travail sénégalais. Donc, ce sont les articles L49 et les articles L76 bis portant Code du travail. Donc, le décret abroge et complète ces deux articles-là, en quoi faisant, on va dire, en insérant dans le Code du travail un ensemble d'articles. Le premier article, le décret dit tout simplement que le contrat de stage, maintenant, quand un jeune veut faire un stage au Sénégal, ça doit être un contrat écrit, constaté par l'administration sénégalaise. Donc, dans un premier temps maintenant, le contrat de stage doit obligatoirement être écrit. D'accord. Et même au préalable, le décret déjà identifie 4 types de contrats de stage. D'accord. Le décret de 2015. Donc, il y a 4 types de stage. 4 types de contrats de stage. Le premier type de contrat, c'est un contrat de stage d'incubation. Il n'y avait pas ça au Sénégal. Donc, le contrat de stage d'incubation, c'est juste un contrat de stage, on va dire, dans lequel un employeur va recruter un jeune pour le préparer à être un entrepreneur. D'accord. Donc, une structure entrepreneuriale prend un jeune en contrat de stage d'incubation pour le préparer à devenir un entrepreneur. Ça, c'est le premier type de contrat. Le deuxième type de contrat de stage, c'est un contrat, on va dire, d'adaptation. C'est le contrat le plus usité aussi dans le contexte sénégalais. Le contrat de stage d'adaptation, c'est un peu ce qu'on a l'habitude d'appeler un stage de fin d'études. Voilà. Oui, qui permet aux jeunes qui a fini ses études d'acquérir une expérience professionnelle dans une entreprise de la place. Tout simplement, voilà, un contrat de stage d'adaptation. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le contrat de stage pré-embauche. Voilà, c'est un contrat de stage qui a pour finalité d'embaucher le jeune à l'issue de son stage pratique d'entreprise. D'accord, donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas une notion de... Enfin,
la personne, elle est tout de suite titularisée. Voilà, la personne est tout de suite embauchée, peut-être en CDD ou en CDI, tout simplement. D'accord. Mais voilà, l'idée, c'est d'embaucher la personne à l'issue de son À stage. l'issue de son stage, C'est effectivement. ça. Et après, tu as un quatrième type et dernier type de stage, c'est le contrat de stage de requalification. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as un jeune qui, qui a fait peut-être une formation de droit et qui derrière, on va dire, va faire une formation en commerce, commercial, marketing ou même de data engineer et qui a envie de découvrir la fonction de data engineer. Donc, on va le préparer à devenir data engineer et donc c'est ce qu'on appelle un contrat de requalification. C'est un peu un changement d'orientation professionnelle Une par rapport reconversion, à la initiale qu'a reçu l'étudiant ou la personne concernée. C'est ça, on va dire, c'est une espèce de reconversion professionnelle, si on peut le dire autrement. Donc, ce sont les 4 types de stages que, on va dire, le décret 2015-777 a identifié. Voilà. Pour récapituler, donc, Bokar, il y a une obligation de la part de la personne qui contracte, qui en tout cas qui est en stage, et l'employeur qui embauche un stagiaire, d'avoir un contrat qui est écrit. Voilà, ça, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale désormais au Sénégal. Daté et signé. Voilà. Daté et signé. Et, parce qu'à défaut, la loi dit quelque chose. À défaut, si ce n'est pas constaté par écrit, parce que si tu veux, dans le droit positif sénégalais, c'est-à-dire le droit qui est en cours au Sénégal, notamment dans le Code du travail sénégalais, ce qui est permis, on peut faire ce qu'on appelle un contrat de travail, on peut le définir oralement. Ce n'est pas interdit, hein? D'accord? Mais ça, ce n'est permis que lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un CDI, d'un contrat à durée indéterminée. Mais tout ce qui est contrat, on va dire fixé terme, comme disent les Anglais, tout ce qui est déterminé dans le temps doit être constaté par écrit, notamment le contrat de stage. Quelle que soit sa forme, obligatoirement doit être constaté par écrit. Et l'autre, on va dire, forme qui est importante aussi, c'est que c'est un contrat qui doit comporter un ensemble de règles. Maintenant, le contrat doit comporter le nom, on va dire les filiales, l'affiliation du stagiaire, l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, les diplômes du stagiaire aussi doivent être cités, d'accord? Et aussi le contrat, voilà, quand on aura fini de l'écrire, doit être déposé au niveau de la sécurité sociale territorialement compétente, voilà, pas sécurité sociale, mais de l'inspection du travail. L'inspection du travail socialement compétente, parce que ce sont les inspecteurs du travail qui doivent vérifier si le contrat de stage est en conformité, non seulement par rapport au Code du travail, d'une part, par rapport aux conventions collectives, voilà, qui est aussi un ensemble de dispositions, on va dire, juridiques négociées par les partenaires sociaux qui vient en complément du Code du travail, donc qui vient apporter des éléments quelquefois favorables par rapport à la situation des salariés. Donc, l'inspecteur du travail doit vérifier si le contrat de stage est en conformité par rapport au Code du travail, en conformité par rapport au décret 2015-777 et en conformité par rapport à la convention collective. Voilà. En 4 exemplaires déposés au niveau de l'inspection du travail territorialement compétente. Donc, ça, c'est la forme. Voilà, c'est la forme que le décret a pu apporter en termes de réforme majeure. Ensuite, le décret dit autre chose, hein, dans son article 4 notamment. Il dit qu'en fait, le contrat de stage maintenant doit être limité dans le temps. On ne peut plus embaucher ad vitam aeternam, comme on dit, des personnes en contrat de stage éternellement, sans pour autant en fait, fixer la durée dans le temps. Désormais, le contrat de stage, dit le décret, doit être tout au plus de 2 ans. Le contrat ne peut pas dépasser 2 ans. 2 ans, est-ce que ça veut dire que dans les 2 ans, c'est renouvellement compris? Alors, ça, c'était un peu la limite du décret. Pardon? Ça, c'était un peu la limite du décret. Parce que si tu veux, la loi n'a pas précisé combien de fois on peut le renouveler. Est-ce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois? Non, la loi dit tout simplement voilà, que le contrat de stage ne doit pas dépasser 2 ans. D'accord? Maintenant, tout ce qui n'est pas, comme on le dit en droit, hein, quelquefois, tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est-à-dire que tu peux le renouveler autant de fois que tu veux. Le plus important, c'est que si ça commence. Ne dépasse pas les 2 ans. Il y a quand même une limitation. Il y a une limitation. C'est ça. Si ça commence le 1er janvier 2020, le contrat de stage ne peut pas, on va dire, aller au-delà du 31 décembre 2022. Très bien. Tout simplement. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui est fixé dans le temps, durée 2 ans et pas plus. Et si ça dépasse 2 ans, c'est quelque chose qui peut être requalifié en CDI par la loi. Alors, ça, c'est important. C'est-à-dire que si le contrat de stage dépasse la durée légale qui est prévue par le décret, il peut être requalifié en CDI.
C'est ça, en effet. Idem si le contrat n'a pas été constaté à l'écrit. C'est ça. S'il n'est pas constaté à l'écrit, effectivement, il peut être requalifié en CDI. Parce que dans le droit sénégalais, il n'y a que le CDI qu'on peut constater oralement. Tous les autres types de contrats doivent faire l'objet d'un écrit. Donc, ça veut dire que pour les jeunes qui nous écoutent, donc ceux qui ont eu à faire un stage, sans pour autant avoir un contrat qui est écrit, ou ceux qui ont eu à faire un stage au-delà de la durée légale qui est prévue, à savoir les 2 ans, si vous êtes dans cette situation, allez tout de suite voir un avocat pour que votre contrat soit requalifié tout simplement en CDI. Ou tout simplement qu'il aille voir l'inspection du travail. À l'inspection du travail. Ou sinon, au pire des cas, comme tu dis, un avocat qui constate l'état de fait et qui peut demander à l'employeur de requalifier le type de contrat en CDI. Alors, dans tout ça, Bokar, c'est bien beau d'avoir un stage, c'est bien beau d'avoir un contrat qui est écrit, mais est-ce qu'il y a une rémunération qui est prévue par le décret? Et si oui, quelle est cette rémunération? Oui, effectivement, c'était aussi l'une des réformes phares, hein, parce que si tu veux, dans l'article 6 du décret 2015-777, l'article, effectivement, édicte l'obligation de rémunérer un stagiaire au Sénégal. Quand vous prenez maintenant un jeune stagiaire, vous devez obligatoirement, il y a par alpha ou par oméga, vous devez le payer. On doit payer le jeune. D'accord? Donc, effectivement, la rémunération, elle est obligatoire. Maintenant, la rémunération aussi, c'est là où aussi la loi, elle est, on va dire, est intéressante, parce que la loi nous dit que si vous recrutez un jeune, vous ne pouvez pas le payer en deçà, on va dire, de l'emploi de référence. Si par exemple, nous, on a recruté un stagiaire qui est de catégorie 6, par exemple, et qui est de catégorie 6, donc on ne peut pas le rémunérer en deçà de la rémunération qui a été déterminée par un autre décret aussi qui est sorti, qui fixe les minima sociaux. Voilà, un décret qui fixe, on va dire, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Vous ne pouvez pas le rémunérer en deçà de la catégorie de référence de l'emploi qu'il occupe. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un jeune aujourd'hui, le rémunérer à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 50 000. Ce n'est pas possible. Il faut déterminer dans la convention. C'est assez abstrait, là, ce que vous nous dites. C'est assez abstrait. Est-ce qu'on peut dire, en fait, est-ce qu'il y a un minimum? Si oui, quel est ce minimum? Même si on comprend bien qu'en fonction du domaine ou de la branche considérée et des accords de branche qui peuvent exister, il peut y avoir des variations. Mais est-ce qu'il y a un minimum, c'est-à-dire un montant plancher en deçà duquel on ne peut pas justement rémunérer un stagiaire? Non, tu ne peux pas le dire comme ça parce que ça dépend de l'emploi de référence que tu occupes. C'est-à-dire, je te donne un exemple tout bête. Nous, notre stagiaire, selon, on va dire, son niveau de technicité, d'accord, et ses diplômes, il occupe la catégorie 6 selon la convention collective du commerce. Et dans la convention collective, voilà, maintenant, je vais en venir, justement, je vais en venir. Mais je vais en venir. Il y a un SMIC. Alors, je vais en venir. Dans la catégorie 6, par exemple, si vous êtes catégorie 6 et que vous dépendez de la convention collective commerce, donc catégorie 6, vous ne pouvez pas être rémunéré en deçà de 86 000. D'accord. Même si vous prenez un employé, un CDD, quelqu'un, catégorie 6, ça veut dire tout simplement une personne qui peut être, par exemple, un aide comptable ou une aide comptable qui a la capacité voilà, de gérer, qui a la capacité de recevoir, on va dire, des directives et qui a une certaine autonomie. D'accord? Donc, cette personne-là est de catégorie 6, selon la convention collective commerce. Et donc, dans la convention collective commerce et selon les minima qui ont été déterminés récemment, la personne doit avoir un salaire à partir de 86 000, mais pas en deçà de 86 000. Si elle est catégorie 5, son salaire, le minimum, c'est 75 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu les détermines selon la catégorie et selon l'emploi de référence. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends, même si quelque part ça me pose question quand même. Je pense que, parce que les jeunes qui nous écoutent et qui veulent savoir en fait quels sont leurs droits, hein, tout simplement, ils ont besoin d'avoir quelque chose d'assez précis. Je pense qu'au Sénégal, il y a quand même un SMIC, donc le salaire minimum qu'on peut verser à une personne, à un travailleur. Et je pense qu'il doit être, le minimum doit être à peu près dans les 60 000 comme ça. Mais ça dépend aussi des heures. Ça dépend des heures. Maintenant, en fonction du domaine dans lequel on est, ce minimum peut monter, mais je pense que c'est le minimum du minimum. Quand on regarde justement ces conventions que tu as évoquées, on voit effectivement que les métiers les plus faibles en termes de rémunération,
sont à peu près à 60 000. Je pense que c'est à peu près le minimum, quoi. En tout cas, quelque chose qui varie, Oui, qui oui, serait autour de ça. en deçà, on serait vraiment dans la précarité. Hein. En deçà, on serait dans la précarité. Mais si je te donne toujours un exemple, par exemple, voilà, une personne qui est catégorie 6, qui travaille 40 heures, le taux horaire est à 500 francs CFA. Hein. D'après Oui. la dernière revalorisation, on va dire salariale, donc d'après le dernier SMIC, parce que nous, on a un SMIC au Sénégal, salaire minimum interprofessionnel garanti. Garantie. Voilà, et donc à minima, la personne peut gagner, si elle travaille 40 heures semaine, donc on est à 173. Bon, après là, c'est un peu technique ce que je dis, mais j'essaie de simplifier. Effectivement, chez nous, c'est différent de la France, puisqu'en France, le temps plein, c'est-à-dire une personne qui travaille à temps plein, du lundi au vendredi, donc 7 heures par jour, on est à 35 heures. On est à 35 heures. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps plein. C'est ça. Une personne, par exemple, qui est au Sénégal, son temps plein, c'est 40 heures, il me semble. C'est 40 heures. Le temps hebdomadaire au Sénégal, effectivement, il est de 40 heures. Donc, 40 heures par semaine. Donc, c'est ça le temps plein au Sénégal. Donc, c'est différent effectivement de la France. Je te laisse si tu fais effectivement une petite comparaison, il y a une grosse différence, même si on a essayé de calquer notre modèle juridique sur le modèle français. Sauf que dans l'application pratique, ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, on ne garantit pas des minima sociaux, ou même, quelquefois, pire, quand on les garantit par le gouvernement, les entreprises ne les appliquent pas comme cela se doit. C'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté d'application, mais sur le terrain, aujourd'hui, il y a énormément de stagiaires au Sénégal qui ne sont pas rémunérés. Tu vois? Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui foulent au pied, on va dire, ces règles juridiques, parce que quelquefois, le jeune a réellement envie d'avoir une expérience pratique, professionnelle, et du coup, on lui fait, entre guillemets, un petit chantage. Enfin, tu rejoins mon entreprise, je te garantis une expérience professionnelle, mais je ne te garantis pas un salaire. Et donc, le jeune qui, quelquefois, on lui demande beaucoup d'expérience professionnelle sur son CV, si il n'a pas trop le choix, ben, écoute, il prend le stage et il n'est pas rémunéré. Mais effectivement, il y a des minima sociaux. Le taux horaire, depuis 1980, a été revalorisé là, il me semble que c'est en 2019 au Sénégal, si je ne dis pas de bêtises. Et si je te donne un exemple tout bête, une personne qui est catégorie 5 de la convention collective commerce, à minima peut gagner 75 000, mais pas en deçà de 75 000. Pour répondre concrètement maintenant, voilà, pour répondre concrètement à ta question, une personne qui est de catégorie 6, donc qui peut être, voilà, auxiliaire comptable, par exemple sage-femme, capable de mener, on va dire, un ensemble de missions, quelquefois en toute autonomie, donc catégorie 6, à minima, la personne doit gagner 86 000. Donc, si tu recrutes un stagiaire qui a le même niveau de compétence et le même niveau de diplôme, tu ne peux pas le rémunérer en deçà de 86 000. Donc, c'est à partir de 86 000 que tu dois le payer. Si tu le classes catégorie 6, par exemple. Maintenant, tu rédiges ton contrat de stage, l'inspection du travail est là pour vérifier est-ce que est-ce que tout ce que vous avez fait est en corrélation avec le code du travail, avec la convention collective, si vous avez, avec le décret. Respecté la réglementation en vigueur. C'est ça. Donc ça, c'est aujourd'hui un droit fondamental. Le stagiaire a droit à une rémunération. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que le stagiaire aussi a droit à des congés payés maintenant dans le contexte sénégalais. D'accord. Le stagiaire doit avoir des congés payés. Voilà. Donc, comment fonctionnent justement les congés pour le stagiaire? Alors, les congés, on va dire, fonctionnent de la façon suivante. Dans le contexte sénégalais, quand vous travaillez en temps plein pendant 1 mois, vous gagnez 2 jours de congés payés. En comparaison, par exemple, dans le système français, si vous êtes à 35 heures, vous gagnez 2,08 jours. Au Sénégal, vous gagnez 2 jours de congés par mois de travail. D'accord? Donc, le stagiaire, voilà, a droit à des congés. C'est aussi lié au fait qu'on n'est pas sur le même nombre d'heures de travail hebdomadaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut se comprendre. Mais par contre, si tu compares, dans le contexte sénégalais, on fait plus d'heures, on gagne moins de congés par rapport dans le système sénégalais où on est à 35 heures et on gagne 2,08 jours. Oui. Voilà. Donc, du coup, donc ça, c'est un autre droit qui est fondamental au-delà de l'allocation des stages. Ce sont les droits à des congés payés. D'accord? Le stagiaire aussi doit bénéficier de tous les avantages, on va dire sociaux, qui sont donnés aux autres salariés. Parce que maintenant, on va dire ce qui est à la fois aussi complexe dans ce décret, c'est que le stagiaire est quelquefois assimilable aussi à un salarié. Tu vois? Parce que aussi le décret, il a à peu près les mêmes droits qu'un salarié. Ouais, mais il y a
Il y a le Il n'y a revers, pas on la va même dire, sécurité de l'emploi. c'est ça. Et aussi, il y a un peu, on va dire, le revers de la médaille, parce que l'objectif aussi du décret, c'était, il y avait deux Oui. autres objectifs. C'était non seulement de permettre aux entreprises, dans les mots du décret, d'avoir une ressource humaine compétente et qualifiée, maintenant, right now, et de permettre aux stagiaires d'avoir une expérience professionnelle qui le prépare dans une dynamique d'employabilité. Mais quand vous dites une ressource humaine compétente et qualifiée, ça pose problème, parce que le stagiaire, c'est quelqu'un qui doit apprendre. Est-ce que tu as ce Tout que à je veux fait. dire? En fonction effectivement du type de stage, Voilà. ça peut être effectivement quelqu'un qui vient pour apprendre, quoi, pour appliquer Voilà. ce qu'il a pu, les concepts théoriques qu'il a pu voir dans ses cours, tout simplement. Voilà. Mais quand tu dis que le stagiaire doit avoir une compétence technique, d'accord, ça pose problème parce que tu recrutes quelqu'un. Quelquefois, la personne peut avoir, on va dire, les compétences hard, les hard skills, comme on dit en anglais, les Oui. compétences fortes, mais les compétences douces, voilà, la rigueur, la méthode, l'organisation, d'accord, la transparence, la responsabilité, ça s'apprend dans le tas, tu vois. Et ce sont effectivement les quelques failles, si on peut, voilà, si on peut déceler ça dans ce décret-là, qui a apporté des éléments importants, mais je trouve que ce sont des failles assez importantes et assez complexes qu'il convient de relever. Voilà. Alors, Bokar, il me semble que dans ce décret qui est donc paru en 2015, il y a également l'obligation de la part de l'employeur de pouvoir tout simplement donner à son stagiaire une attestation à la fin du stage pour que tout simplement il puisse justifier de l'expérience qu'il a eue durant ce stage-là. Oui, effectivement, c'était aussi un autre article qui vient préciser l'obligation de l'employeur. Donc, au-delà de payer, voilà, l'obligation de payer son stagiaire, de lui accorder des congés payés, on va dire de lui procurer aussi une assurance sociale et une protection sociale. Ça aussi, c'est une obligation de l'employeur. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie tout simplement que lorsque le stagiaire, on va dire, est malade ou a des événements de la vie qui impactent sa vie personnelle et quelquefois professionnelle, l'employeur a l'obligation de le sécuriser socialement. D'accord? Donc, de prendre en charge peut-être ses frais de médicaments, etc., etc. Donc, effectivement, il y a une autre obligation qui est de délivrer aux jeunes une attestation de fin de stage, tout simplement. Voilà. Qui lui permet de pouvoir justifier auprès des tiers de l'expérience professionnelle qu'il ou qu'elle aura acquise au sein de l'entreprise X, quoi. Très bien, merci Bokar pour tous ces éléments. Je pense qu'on est à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a des éléments que tu souhaiterais tout simplement rajouter? Oui, je pense qu'aussi il y a un autre article, hein, si on s'inscrit toujours dans cette dynamique de présentation qui est quand même importante, c'est la rupture du contrat de stage ou la résiliation du contrat de stage. C'est que l'employeur. Justement, quelles sont les dispositions qui sont prévues par le décret de 2015? Le décret de 2015 prévoit aussi trois types on va dire, prévoit tout simplement la rupture du contrat de stage lorsque l'employeur, parce qu'aussi il ne faut pas l'oublier, l'employeur c'est le maître à bord, hein, c'est le capitaine, c'est le chauffeur, lorsqu'il constate une faute. Parce que si tu veux, en droit sénégalais, on a distingué trois types de fautes, contrairement au droit français, hein, si on fait une petite étude comparée. Il y a ce qu'on appelle la faute légère, la faute grave. D'accord? La faute grave, c'est lorsqu'on a on va dire, une certaine... lorsqu'on ne répond pas fondamentalement aux obligations contractuelles, lorsqu'on est tout le temps absent, lorsqu'on est tout le temps en retard sans pour autant, de l'absentéisme sans pour autant le justifier, voilà, parce que vous avez 48 heures pour pouvoir justifier votre absence auprès de votre employeur. Si vous ne le justifiez pas, ça, c'est une faute grave. Si on va dire, votre contrat prévoit voilà, que vous devez respecter un ensemble d'objectifs, si vous ne le respectez pas, ça peut être une faute grave. La faute lourde, c'est lorsque vous avez commis, on va dire, une faute, tout simplement, qui a l'intention de nuire à la réputation de votre entreprise. D'accord? Donc, si vous commettez cette espèce de faute, l'employeur peut le considérer comme une faute grave, sachant, encore une fois, c'est l'employeur qui a matière à qualifier les faits. Voilà, est-ce qu'il s'agit d'une faute légère? Qui sont reprochés. Voilà, tout simplement. Donc, si vous commettez une faute, l'employeur peut résilier votre contrat de stage. Ça, c'est une suppose quand même qu'il y a des garanties qui sont offertes aux stagiaires aussi pour pouvoir, tout simplement, contester la décision qui est prise par son employeur.
Oui, alors, le truc, c'est que aussi l'article de 2015 ne précise pas comment est-ce qu'il faut, on va dire, s'y prendre. Mais et qu'on ne précise pas, en fait, il précise pas le cadre juridique voilà, en cas de faute. qui régit les contentieux, en tout cas les litiges qui peuvent émaner de la relation contractuelle entre le stagiaire et l'employeur. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais dans ce cas d'espèce, on se reporte tout simplement au Code du travail. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier l'article, oui. enfin, voilà, le décret de 2015, c'est quelque chose qui abroge et qui complète le Code du travail, mais à la base, il y a le Code du travail qui régit, on va dire, la relation d'un stagiaire et son employeur. Donc, dans ce cas de figure, on se reporte tout simplement au mécanisme juridique du Code du travail en cas de contentieux, comment il faut faire. Est-ce qu'il faut faire, dans un premier temps, on va dire, une réparation ou en tout cas essayer une négociation amiable entre le stagiaire et son employeur avant d'aller au contentieux. Parce que comme on dit, une négociation amiable est toujours mieux qu'un bon procès. Mais effectivement, c'est une disposition qui a été, on va dire, édictée par le décret de 2015. C'est qu'aujourd'hui, le contrat de stage peut être rompu, mais en respectant un délai de prévenance. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un bon jour et dire à votre stagiaire, bon, écoutez, c'est bon, c'est fini, je romps votre contrat de stage. Non, il y a un délai quand même qu'il faut respecter. Il y a à minimum un délai de 15 jours, d'accord, qui est un délai de prévenance. À respecter par les deux parties, c'est ça? Par les parties, voilà, par les parties. Parce que la rupture aussi peut se faire, on va dire, par un accord des deux parties. C'est-à-dire que voilà, on est d'accord à l'amiable. Ou même, par exemple, le stagiaire peut aussi avoir envie de rompre son contrat de stage. Donc, on tombe d'accord. Voilà, Seydina et moi, bah, nous sommes d'accord aujourd'hui pour rompre notre contrat de stage. On est le 1er décembre. Il sera rompu, d'accord, délai de préavis de 15 jours, le 14 décembre au soir. D'accord? Donc voilà, on a la possibilité de rompre ça à l'amiable. Ou sinon, si c'est une faute, l'employeur peut aussi rompre le contrat de stage, mais tout en respectant les dispositions juridiques qui ont été édictées en la matière, quoi. Merci Bokar. Alors, dans ces éléments, alors, pour résumer assez rapidement et permettre aux jeunes qui nous regardent et qui veulent justement faire un stage au Sénégal, vraiment quand vous envisagez de faire un stage au Sénégal, donc il y a 3 choses à savoir. Premièrement, alors, il y en a plein d'autres, mais 3 à mon sens qui sont principales. Premièrement, quand vous faites un stage, l'employeur a l'obligation de vous faire un contrat qui est écrit, daté et signé. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à retenir. Deuxième chose à savoir qui est importante, votre employeur a l'obligation de vous rémunérer au moins au SMIC et ça peut varier en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Mais voilà, on est sur quelque chose qui serait d'à peu près 60 000, voire plus. Et puis, troisième chose à savoir qui est importante, votre employeur a l'obligation de vous délivrer une attestation à la fin de votre stage. Maintenant que vous savez tout ça, retenez ceci. Si vous avez déjà fait un stage sans que l'un de ces 3 éléments soit garanti, cherchez un professionnel du droit, c'est important, afin qu'il vous aide à faire valoir vos droits auprès de votre ancien employeur. Et vous pourrez même obtenir un contrat à durée indéterminée. C'est important. C'est bien ça, tu as très bien résumé, Céline. Alors, je pense que Bokar, on est au terme de notre émission. Je te laisse conclure. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour aborder ce point, on va dire, ce point juridique qui est éminemment important. Et donc, notre cabinet de conseil s'inscrit dans cette dynamique, c'est-à-dire que des entreprises ont des problématiques d'ordre juridique, d'ordre management. Nous avons la possibilité de les accompagner pour, on va dire, se conformer à la législation juridique parce que c'est important. Le jour où vous allez, on va dire, recevoir l'inspection du travail, je pense que vous allez moins rigoler. C'est jamais agréable, effectivement. C'est jamais agréable. Donc, du coup, effectivement, on s'inscrit dans cette dynamique d'accompagnement et de conseil dans le contexte sénégalais et dans le contexte, on va dire, français. Et merci de m'avoir offert l'opportunité de parler de Human Resources Advising, mais surtout de parler de la disposition juridique qui a été édictée en 2015 par le président Macky Sall, qui régit les relations contractuelles d'un stagiaire et de son employeur. Alors, pour contacter Achera, donc, vous pouvez les joindre au 33 06 24 52 13 63 ou alors par mail à cabinet-achera@gmail.com. Merci Bokar d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en janvier
pour une nouvelle émission, toujours sur les questions d'emploi, d'entrepreneuriat et plus généralement sur les questions économiques. Au revoir.